autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas, fondateur de Valumène. Et justement, toi, tu es au contact des difficultés de certaines entreprises. Tu nous raconteras ça. Stéphane Van Nuffel, netinvestissement.fr. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Aziz Seni, Impact Real Estate. Salut Aziz. Donc, on va parler d'Uber, Aziz. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas étripé sur Uber, dis donc. Moi, ça m'a fait des souvenirs. Ça m'a fait des souvenirs. Le moment de ma vie, il y a eu 2 moments où je me suis vraiment fait insulter comme rarement du fait de ma profession de journaliste. C'était, et ça reste une surprise pour moi extraordinaire, c'était la loi Macron qui modifiait les modes d'installation des notaires. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Les notaires ont une capacité à monter dans les tours que je ne soupçonnais pas et une richesse de vocabulaire que je ne soupçonnais pas. Mais le plus dur, c'était Uber, les taxis, le jour où il y avait quand même le feu sur le périph', porte-maillot. Enfin, ça a été, le feu sur le périph', ça a été un combat phénoménal. Menotté devant les caméras, embarqué. Enfin, il y a eu... Bon, d'abord l'emploi. Donc, on avait commencé à en discuter hier. Il y avait un chiffre que j'avais pas rappelé aussi hier, c'est quand même que donc l'économie française a créé 95 300 emplois, portant ainsi à 561 000 le nombre de nouveaux postes enregistrés en un an. Et ça, en fait, j'ai appris ça aussi hier. C'est pour l'instant un rythme historique. On est toujours sur un rythme, mais tout simplement jamais vu. Voilà, en termes de création d'emplois. Bah quoi, tu dis une super nouvelle. Ben oui, c'est une super nouvelle, mais c'est surtout... Non, mais je veux dire, ça prend à rebours tout ce qu'on pensait. Tout. Que ce soit sur, globalement, la productivité, les technologies, etc., et tout, qui allait réduire le volume d'emploi, et puis l'idée que l'emploi était corrélé au PIB, et qu'avec un PIB qui est quand même pas extraordinaire, tu pouvais pas créer une masse d'emplois. J'ajoute un truc avant de vous faire débattre, qui m'a beaucoup intéressé, puis après on ira sur les propositions d'Aziz. J'en ai parlé un peu hier. Plusieurs indicateurs démontrent clairement que la qualité de l'emploi s'est améliorée en France ces derniers mois, notamment grâce au succès de l'apprentissage, moins de temps partiel, moins de CDD, 190 000 emplois créés dans les activités scientifiques et techniques, 170 000 dans les activités de formation et d'enseignement, ce qui est beaucoup plus que dans les activités transport. Enfin, tu sais, on dit aussi beaucoup que oui, les emplois qui sont créés, c'est des gars qui livrent nos courses en 10 minutes. Non, c'est faux. Voilà, on a quand même des trucs bien autour de la machine à créer des emplois. Comment est-ce que tu regardes ça On regarde, c'est l'analyse, il faut prendre un peu de recul. D'abord, il faut savoir que sur l'emploi des cadres, on est au plein emploi. Ouais. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est proche de 4%, légèrement en dessous. Ça correspond en fait au plein emploi. Et nous, on le ressent tous les jours d'ailleurs auprès de nos clients. Ouais. Il y a une demande qui est très forte. Je partage complètement l'analyse sur les emplois beaucoup plus qualifiés. Alors évidemment, l'IT notamment, le digital, la transformation tire toujours énormément. Il y a énormément de besoins en ce moment, mais pas que. Et puis on a cette grande mutation qu'on vit maintenant depuis 8-10 ans, où des métiers sont en train de disparaître, et il y a toute une émergence de nouveaux métiers qui sont en train de se créer un peu partout dans les entreprises. Et cette transformation, j'allais dire globale avec un grand T, on en voit les fruits tous les jours. Et cette mutation peut être accélérée effectivement par les succès de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, et également, il faut se réjouir, c'est la baisse du chômage des jeunes. Oui, absolument. Et juste préciser, l'apprentissage, c'est pas forcément pour devenir cuisinier, quoi. C'est-à-dire, il y a de l'apprentissage de très très haut niveau, et il faut insister là-dessus. Et d'ailleurs, dans le fameux, je crois que c'est 1 million de contrats d'apprentissage signés, il y a beaucoup plus, en fait, de haut niveau que de niveaux qui sont moins qualifiés. Moi-même, sur mon modeste cabinet, j'ai souhaité, dès la création du cabinet il y a 2 ans, prendre un apprenti dans l'informatique, un jeune apprenti qui va terminer Bac plus 5, qui est chez nous depuis 1 an, dont j'ai renouvelé le contrat pour 2 ans. C'est aussi une manière d'investir sur la jeunesse, de contribuer à les former pour se préparer sur toutes les évolutions qu'on est en train de vivre. Ouais, puis d'avoir un gars qui bosse bien pour moins cher. Alors oui, mais tu l'as pas beaucoup dans la boîte aussi. Ouais, on va quand même faut dire les choses. Ouais. Enfin, ces 2 semaines, ça nous coûte 1 100 € par mois. Voilà. Il est là en moyenne 2 semaines par mois. Faut pas l'oublier, en dehors des périodes de vacances où il est là un peu plus longtemps, mais il faut aussi investir, donner du temps. C'est très bien, mais il faut quand même préciser que... C'est l'accord gagnant-gagnant. Voilà, c'est l'accord gagnant-gagnant, voilà, absolument. Et tu ne l'embauches pas, parce qu'on en parlait hier, c'est une petite dérive que notent notamment les lycées professionnels, c'est que les gars sont embauchés avant qu'ils finissent leur cursus. Ce qui n'est pas bon du tout.
Non, Donc en fait, ils partent, ils n'ont pas le diplôme, et puis ils n'ont pas l'ensemble de l'environnement de ce qu'on appelait à une époque les humanités, dont ils ont besoin aussi. Tu ne peux pas seulement être un bon mec IT, il faut aussi que tu aies quand même des notions à peu près claires de savoir écrire, savoir vivre, savoir compter, savoir tout ça, quoi. Enfin voilà, donc il faut les laisser aller au bout du cursus, quoi. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller au bout du cursus. Et encore une fois, c'est un deal qui doit être gagnant-gagnant. Il y a évidemment l'école d'un côté qui doit transmettre les savoirs, permettre aux jeunes de suivre son parcours, mais l'entreprise doit aussi investir parce que c'est pas un salarié qui a 2 ans, 3 ans de métier, c'est quelqu'un qui se prépare à rentrer pleinement dans la vie active, et pour cela, il faut le coacher, il faut l'accompagner, il faut lui donner les bons projets, il faut l'aider à monter en compétences pour qu'il puisse s'épanouir et demain devenir un salarié qui sera pleinement autonome et qui pourra développer ses compétences au sein de l'entreprise. Stéphane ? Ah bah là, je souscris à 100%, parce que de toute façon, on en avait déjà parlé sur ce plateau. Moi, je trouvais depuis plusieurs années que notre problématique, alors n'en déplaise à la CGT, sur le fait que c'est la faute des patrons, évidemment, si on ne trouve pas d'emploi dans la restauration, enfin les métiers difficiles. Mais ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais... Tu vois, dans cette branche-là. Je sais que c'est de la provocation. Non, c'est pas de la provocation dans cette branche-là. Quand tu dis à Nicolas, c'est pour payer moins cher, il y a donc cette idée généralisée que même quand nous, dans nos entreprises de services plutôt confortables, avec des gens qui vont finir à Bac+5, qui ont donc des carrières dans l'IT à peu près écrites d'avance, parce que le monde va tellement se digitaliser que ça va être les rois de demain, ces jeunes-là. Bon, bah même là, on a encore ces vieux réflexes de dire, bah oui, mais alors on prend un apprenti plutôt que de prendre pas un apprenti. Bah si, parce qu'en fait, l'apprenti, tu le prends, tu le formes comme tu veux, et tu le prépares au futur emploi dont tu as besoin pour de vrai. Donc je vais dans ton sens de la caricature. Ça, c'est de la pré-embauche. Ça permet en fait de le former comme on veut. T'espères que c'est de la pré-embauche. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que moi, je le dis depuis plusieurs années. On s'était réjoui sur ce plateau de à l'époque 700 000 contrats d'apprentissage, parce que finalement, le système éducatif, en tout cas de la formation secondaire, même haut de gamme, même sur des lycées professionnels, peu importe. Il échoue un peu. Donc on va continuer à se réjouir de tout ça, mais on va continuer à dire qu'on en est arrivé là, nous, chefs d'entreprise, à prendre des alternants en pré-embauche pour finir de les préparer, parce que l'école, je résume, ne les prépare plus au monde du travail. Les humanités dont tu parles, Stéphane, je l'ai déjà dit, moi je fais de la gestion de patrimoine, on publie beaucoup de choses juridiques, etc. L'orthographe, c'est dramatique, y compris sur du Bac+3, du Bac+4, du Bac+5. Ces humanités. On est au-delà de l'humanité. De base, on parle de l'écriture dans un métier où l'écriture, la diction, le vocabulaire est extrêmement important. Un wording où tu te trompes juridiquement, tu te fais taper sur les doigts par l'AMF, la CPR, etc. Donc toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, cette pré-embauche est devenue quelque chose de très, très, très important pour nous. Et on le voit, parce que là, je viens de sortir de plusieurs mois, d'embauche sur des métiers de conseil, sur des métiers d'IT, de développement, etc. On ne trouve pas. Donc c'est que finalement, ce système-là a formé des bons collaborateurs qui, quand ils sont dans une alternance, ne sortent plus d'entreprise. Alors, on ne trouve pas ça, on va en débattre après avec Aziz, mais c'est effectivement très important ce que tu dis. Mais en même temps, alors c'est cette fameuse, pardon, le terme est technique, un peu baroque, j'ai jamais compris pourquoi on parlait de demi-vie des compétences, mais c'est comme ça, on parle de demi-vie des compétences. Deloitte, avec qui je travaille régulièrement, nous dit qu'elle est réduite à peu près, c'est-à-dire le moment où tu peux vivre sur tes acquis sans avoir besoin de te former à nouveau, c'est 2 ans maximum. Pour nous, enfin pour moi, il y a 30 ans, c'était 20 ans, 30 ans, parce que le monde va vite. Donc, tu peux pas reprocher, enfin je veux dire, à un moment, on peut pas reprocher non plus à l'éducation nationale de pas suivre ce rythme-là, qui est impossible à suivre. Je reproche pas. Donc c'est très bien que les entreprises dans la bonne nouvelle, il y a quand même ce truc qui est un peu inquiétant, qui dit, bah voilà, et moi ça me va très bien, le rôle social de l'entreprise, pour moi, il est fondamental. En fait, l'équilibre à essayer de trouver, c'est que l'éducation nationale forme sur le socle de compétences qui est commun pour tout individu, à commencer par l'orthographe. Nous, on a pris un abonnement chez Voltaire pour tous les jeunes qu'on embauche, parce que c'est une catastrophe. Dis bien une catastrophe. Très bien. Même un journaliste qui m'a interviewé, cher Stéphane, qui a fait un podcast sur moi pas plus tard qu'hier, il a publié... Il y avait 6 fautes d'orthographe dans son commentaire sur LinkedIn. Alors je vous l'offre. J'ai entendu hier à la télévision dans un parti politique. C'est des élections là au Front National. Une guerre intestinale. Je dis là, on va loin sur la guerre intestinale. Non, mais Stéphane, on en rigole, mais c'est quand même. Oui. Base, quoi. Mais c'est quoi Voltaire? Attends, comment ça marche un abonnement à Voltaire? Ça veut dire peut-être tu sais pas, mais si Voltaire, aujourd'hui ils ont développé une plateforme qui te permet de t'abonner. Donc tu passes un test en ligne qui évalue ton niveau d'orthographe et en fonction de ce niveau, il te donne des exercices
exercices, mais des exercices intelligents. C'est là où l'outil est génial. C'est que ça t'explique pourquoi tu as fait une faute, quelle est la faute, comment on la corrige avec les accords, et tout ça en mode digital. Et donc les salariés passent 15-20 minutes, tous les jours, ils font leur petite dictée, leur correction d'orthographe pour se remettre à niveau. Et ils le font avec plaisir ou tu leur imposes ? Alors maintenant, ça ressemble au devoir. On leur impose parce qu'il y a un moment donné, quand on embauche aussi des bac plus 5 et que derrière, on n'est pas capable d'envoyer un mail à un directeur général chez un client à moins de 4 fautes d'orthographe, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Les wesh, frérot, tout ça, c'est sympa. Et à un moment donné, Tu comprends pas le wesh, frérot? C'est pourtant clair. À l'AMF, je pense C'est qu'il... pourtant clair. Alors, l'AMF, ils adorent. Ils kiffent. Aziz, comment tu vois tout ça ? Écoute, Avant de parler des métiers en tension et de ta j'arrivais. Parce ta que proposition révolutionnaire. Non, elle n'est pas forcément révolutionnaire. C'est simplement que les chiffres que tu as annoncés, c'est comme tout, hein, c'est une moyenne. Et il y a des disparités. On l'a vu cet été avec certains secteurs, la restauration, certains restaurateurs qui freinent la saison parce qu'ils ne trouvent pas. Absolument. Des transporteurs qui laissent un peu de marchandises ou la marchandise qui arrive un petit peu en retard parce qu'on ne trouve plus de bras. Donc il y a une réalité pour ceux qui sont formés. Là, c'est car scolaire aussi. Hein, on nous dit beaucoup. Il y a eu beaucoup de cars scolaires. C'est beaucoup monté dans les médias. Après, je veux voir la réalité du truc, mais ça. Il y a 23 secteurs qui ont été pointés de mémoire en tension, et pour cela, on ne trouve pas. C'est aussi simple que ça, on ne trouve pas. Donc, hôtellerie, restauration, transport de voyageurs et de marchandises, santé et action sociale. Santé et action sociale. Donc, on a une difficulté, c'est qu'il y a une disparité, en plus territoriale. C'est que sur certains territoires, on a des taux de chômage qui sont hallucinants, de 30, 40, 50% sur certains bassins d'emploi. De l'autre côté, on a des entreprises qui, sur des métiers dits peu qualifiés, on ne trouve pas. Et là-dessus, on a un débat. Alors, je t'ai mis dans le mail, hein, j'espère que cette année, on ne sera pas tous d'accord. Vas-y. C'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas tendre à une politique un peu de l'immigration de travail ? On a des emplois qui sont aujourd'hui proposés. Les Français n'en veulent pas. Je ne veux pas débattre sur la raison de pourquoi ils n'en veulent pas. C'est leur choix, ils ont une liberté, je respecte ça. Ce travail sur un chantier ou au volant ne m'intéresse pas, j'en veux pas, ok, très bien. Mais est-ce que pour ça, on doit arrêter notre machine à produire ? Est-ce que pour ça, on doit arrêter nos entreprises ? Et moi, je me dis qu'en regardant un petit peu ce que fait par exemple le Canada ou d'autres pays, est-ce qu'on n'a pas une gestion prévisionnelle des ressources humaines à mettre en place en allant chercher des compétences chez nos voisins européens ou de l'autre côté de la Méditerranée, par secteur, par pays, et en disant chaque année, l'Assemblée nationale, comme un conseil de RH, voterait en disant cette année, il me faut 10 chauffeurs, je vais en prendre 3 là dans des pays, et puis lancer, puis recruter, les faire venir, avec peut-être quelque chose d'un peu intelligent. Ne pas refaire les erreurs du passé en mettant tout le monde au même endroit, peut-être une gestion et un aménagement du territoire un peu différente pour montrer qu'on est intelligent et qu'on a tiré les leçons du passé, et puis ne pas arrêter notre machine productive. Parce que moi, cet été, quand je rentre... Ça a été fait, Aziz, déjà, ça a été tenté. J'ai été regarder pour toi, notamment l'histoire qui m'avait intéressé à l'époque, c'est des infirmières espagnoles. Les 29, et finalement, il y en a 280 qui sont venus. Non. Mais regarde pour les maraîchers, chaque année. Oui, mais ça, c'est ça marche dans l'agriculture. Oui, alors pourquoi ça marche pas ailleurs ? Non, c'est des gars qui viennent, qui repartent. Et qui repartent en plus. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Non, c'est des saisonniers, ça n'a rien à voir. Ça a des saisonniers, mais... 204... Donc, il y a eu... Il y a une spécificité quand même sur ces saisonniers, Stéphane. Il y a eu un plan de l'hôtellerie-restauration. Ils repartent. Oui. Beaucoup s'inquiètent qu'ils pourraient venir et ne pas repartir. Non, mais on va en parler de ça. On va en parler, parce que pour moi, c'est le frein. Mais il y a eu aussi donc, un accord, un deal, on avait parlé au printemps, de l'UMIH, l'hôtellerie-restauration, pour recruter 4000 Tunisiens. Tout à fait. On n'a pas eu le résultat, donc on verra quel est le résultat. Mais en fait, le truc, c'est que on n'est pas le Canada, on n'est pas les États-Unis, et il n'est pas sûr qu'on fasse rêver, quoi. Tu vois, c'est ça le sujet. Vas-y, Nicolas. Aziz, le débat est ouvert. Je m'y oppose formellement. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, il y a 3 fautes. D'abord, et je vais jusqu'au bout de mon explication, je pense que ce serait une faute politique majeure. Vous le savez tous aujourd'hui, on est à la porte quand même d'avoir le RN au pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus un mirage, c'est une réalité qui inquiète considérablement le pouvoir. Aujourd'hui, faire un appel d'air de l'immigration en France, dans le contexte actuel, je pense que ce serait une faute politique. La deuxième faute, c'est une faute RH. Tu parlais de la gestion des ressources humaines que je partage complètement avec toi. Avant de s'attaquer de faire venir de l'immigration, je pense qu'il faut d'abord et avant tout trouver des solutions pour gérer, je le répète quand même, nos 5 654 000 chômeurs,
toutes catégories confondues. Oui, mais tu peux pas dire toute catégorie. Non, je suis obligé de te couper là, pardon. Non, tu peux pas dire toute catégorie confondue. Stéphane, on a déjà eu ce débat. Reste à 3 millions. Déjà, ça suffit. Tu as 3 millions, mais tu n'as pas que ça. Tu as beaucoup de chômeurs aujourd'hui qu'on n'arrive plus à insérer, qu'on ne remet pas dans le mouvement du travail. Tu vas pas expliquer à un mec à Non, mais allez, binaillons pas là-dessus. Reste à 3 millions. Reste à 3 millions, c'est pas notre sujet. Vas-y, continue. Non, mais dans la gestion des ressources humaines, je pense que avant qu'on arrive au plein emploi dans tous les secteurs, il faut d'abord s'atteler aux hommes et aux femmes aujourd'hui qui sont finalement, pour une grande partie d'entre eux, désocialisés. Je rappelle qu'il y a un chômeur sur deux qui est un chômeur de longue durée. Tu fais de la politique. Non, c'est de la politique. Il a commencé avec une argumentation idéologique. Oui, d'accord. Moi, si je suis vous n'êtes chef pas d'accord. d'entreprise... Attends, Aziz, attends, du calme. Tu veux du débat? Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, et on va s'arrêter là. Ok, Zemmour, pas Zemmour, machin. Après, il y a le RH. Oui, c'est ça. Mais si, tu parles. Bon, peu importe. Après, il y a le RH. Non, mais en plus, je te suis là-dessus. Il y a une tension sur ce sujet-là. Je pense que ce ne serait pas bon politiquement. Au niveau des RH, ce qu'il dit, c'est tu as aujourd'hui une force de travail dans le pays. On va dire à peu près 3 millions de personnes qui ne travaillent pas. Avant de dire je ne vais pas les faire bosser, c'est vrai que, et c'est d'ailleurs un petit peu le sens de ce que veut faire le gouvernement, par une réforme de l'assurance chômage et par une mise en tension de Pôle emploi, tu vas quand même d'abord essayer de les faire bosser. C'est la priorité, pour moi, Aziz, c'est la priorité chez les chefs d'entreprise et chez les hommes politiques. Vous citez un exemple tout à l'heure que je connais bien. Les infirmières. Bon, d'abord, peut-être si elles ne viennent pas, tout ça, c'est aussi parce qu'on est l'un des pays où on paye le moins bien nos infirmières. Mais bien sûr, mais il y a des tas de raisons. On referme la parenthèse. J'ai ma fille qui est sa meilleure amie qui passe ses écoles en ce moment d'infirmière. Tu sais ce qui s'est passé à la fin de la première année ? 60%, écoute le chiffre, 60% de la promotion a donné sa démission. Ils ne sont pas accueillis en stage dans nos hôpitaux. Ils n'ont pas de matériel. Ils ne sont pas valorisés. On les fait travailler comme des salariés alors qu'elles sont là pour apprendre et franchir les étapes. 60% de nos jeunes abandonnent. Tu parles du public. Parle des sociétés de transport, parle de la restauration, parle du bâtiment. Ces gens-là, mais moi je vous mets tous au défi. Il y a une réalité de terrain. Allez voir des gens qui n'ont pas envie d'aller sur un chantier. Vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. Il y a une argumentation. Je les ai eus dans mon bureau. Ces gens qui vous regardent et qui vous disent... Je veux bien, quand j'avais ma boîte de transport, je veux bien, Monsieur Séni, vous me payez tant, mais vous savez qu'en restant au chômage, en cumulant les aides, et on ne va même pas parler des indemnités chômage, c'est ça le sujet. Je ne crois pas qu'on arrivera à combler les besoins uniquement par ça. Je pense que tout ça peut se faire de manière concomitante, à la fois en travaillant effectivement sur les indemnités chômage, et à la fois en ouvrant. Enfin, moi, je suis restaurateur. Tu m'expliques qu'il va falloir que j'attende 5 ans avant de commencer à voir le début du commencement des résultats de cette politique. Je vais dire, garçon, moi, j'ai un compte d'exploitation. Pourquoi 5 ans? Je comprends pas tes 5 ans, Aziz. Si tu es la réforme de l'assurance chômage, c'est maintenant. En plus, le MEDEF dit qu'il faut passer en force. C'est pas parce que le MEDEF le dit que c'est vrai. Oh, ils vont passer en force. Ils vont passer. Bon, Stéphane. Alors... C'est un débat qui est intéressant. Mais c'est chouette, c'est un débat qui est hyper intéressant, mais je pense, pardon Nicolas, parce que moi je m'y oppose catégoriquement, mais alors je vais dépolitiser le truc tout de suite, parce qu'en fait, il faudrait surtout pas, pardonne-moi, je ne vais pas dire faute ou erreur, j'aime pas ça, il faudrait pas qu'on se trompe tous à mettre de la politique dans cette affaire-là. Je vais te répondre, moi, Aziz, parce qu'on vient du même département, on a vécu à peu près les mêmes jeunesses. Il y a en France un échec qui est certain, c'est l'immigration du travail, ça a merdé. Que ce soit à l'époque Giscard, enfin il n'y en a pas un qui a réussi à faire un truc cohérent, et je pense que tu le connais bien pour ton implication dans ce genre de territoire qui a terriblement souffert. Va expliquer maintenant à ces populations s'ils ont vraiment envie de revenir en France, parce que ça n'est pas le Canada, ça n'est pas l'Australie, comme le rappelait très bien Stéphane, c'est-à-dire que les gens ne rêvent peut-être plus autant qu'aujourd'hui de venir en France. Attends, de venir en France. Rêve américain, la France, c'est ça. Si c'est venir en France pour bosser comme un chien et ne faire que les boulots que les Français, et là je te dis les Français, c'est avec toutes catégories confondues, âge, religion, couleur maintenant, on n'est plus dans les années 60. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas que tu fasses rêver qui que ce soit, si ce n'est qu'ils crèvent la dalle. Donc Stéphane, l'exemple de la presse sur les infirmières espagnoles, elle n'est pas honnête, parce qu'en Espagne, ils sont déjà en tension sur le... Non, c'était en 2003. Peu importe, ils ont toujours été en tension. Non, peu importe, c'était en 2003. Les hôpitaux espagnols, c'est une catastrophe comme chez nous, comme au Portugal, comme en Italie. Donc en fait, des infirmières espagnoles, elles ont du boulot en Espagne dans l'absolu. Dans le tourisme, que les Tunisiens veuillent venir, oui, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, les hôtels tunisiens, ils ont pris une tarte phénoménale. Donc il y a plein de mecs aujourd'hui qui n'ont plus de boulot en Tunisie. Bon, maintenant, je vais au bout de mon raisonnement. D'un point de vue purement logique, commençons par aller au bout de ce que veut faire le gouvernement, et on peut en parler tant qu'on veut sur ce système. Tension, ça fait 15 ans que je me bagarre sur plein de forums et plein de groupements
avec des chefs d'entreprise pour amener des propositions sur Pôle emploi. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans certains métiers, il manque, je dis une bêtise, 200 000 emplois et que tu as 80 000 ou 90 000 profils enregistrés dans Pôle emploi depuis des mois qui sont susceptibles d'être adaptés à ce boulot-là. Pourquoi ça devient un sujet invraisemblable. Aziz a raison, ils ne veulent plus le faire. Très bien. Mais c'est pas parce qu'ils sont enregistrés comme branche hôtellerie-restauration à Pôle emploi qu'ils veulent continuer à bosser. Si en fait ils sont à Pôle emploi, c'est qu'ils veulent changer de métier. Sinon ils le feraient. Tu les formes à faire autre chose et tu poses autre chose. Non, ça je suis pas d'accord. Stéphane, sur ce que tu dis, tu as raison sur un point, mais le problème majeur de Pôle emploi, c'est que Pôle emploi, ils sont compétents pour une chose. C'est tu rentres chez eux, ils sont capables de te dire en fonction de ton profil, de ton âge, de ce que tu as cotisé, à combien tu as le droit, à partir de quand tu toucheras et sur quelle durée. Ils ne font pas de la gestion des ressources humaines. J'en suis l'exemple parfait. Sur un territoire comme Chartres, il y a une menuiserie qui cherchait énormément de main-d'œuvre. On est allé prendre des anciens bouchers qu'on a reconvertis et formés pour devenir menuisiers. Parce que c'est manuel, parce que ça demande une certaine force, parce qu'il faut avoir une certaine finesse, comme dans la découpe de la viande. Et la gestion des ressources humaines, il faut des personnes expérimentées, aguerries. Là, les postes qui ont été lancés pour Pôle emploi, ce sont des jeunes qui ont entre 23 et 30 ans. Comment tu veux accompagner des gens qui ont 45, 50 ans dans la gestion de leur carrière, ne serait-ce que pour les former, les faire évoluer, et leur permettre de rebondir. Je veux juste finir par ça. Très rapide. Moi, je le redis, je vais faire mon libéral de service, mais libéral à la française, je suis très un excité. Moi, je suis un libéral à la canadienne. Attends. On s'est déjà frité avec Stéphane sur ce sujet-là. Quand est-ce qu'on va comparer, finalement, le travail des agents de Pôle emploi, je ne leur jette pas la pierre, en les payant peut-être plus, en leur mettant des carottes, parce qu'il y a aussi ce sujet d'intention qui est intéressant. Non, mais là, ça fait un scandale de dire que les patrons des agences Pôle emploi pourraient être incentivés au nombre d'emplois qu'ils réussissent à fournir. Attendez, les gars, ils servent à quoi? Alors, mettons un peu de privé, prenons des boîtes qui sont censées resituer des carrières, qui mettent en place des plans de formation pour... Je l'accepte, le mec, il n'a plus envie de faire du bâtiment, il veut aller dans la restauration. Très bien. Et on le forme. Mais dans ces cas-là, s'il est payé, il va tous les jours à un centre de formation. Tous les jours, il fait quelque chose, parce que tu regardes l'Angleterre, tu regardes les États-Unis, tu regardes le Canada, tu regardes l'Australie, il n'y a pas 24 mois de couverture de chômage dans tous ces pays dont ils rêvent en immigration, y compris les Français qui rêvent d'aller vivre là-bas. Tu n'auras pas. En Angleterre, tu as 6 mois. Voilà, 6 mois. Voilà. Donc commençons par faire ça, et après on imposera à des populations des gens en difficulté de venir galérer chez nous, Aziz. Tu auras un peu de mal avec ta proposition. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que tu es tout seul à penser quelque chose, que tous les autres ont raison. Ça, c'est très juste. Ça, c'est très juste. Tu n'as pas tort non plus. C'est là-dessus qu'on marque une pause.